Bonjour, je suis Nicole Hérode du Bureau de la transformation des subventions et contributions. Cette présentation se fera en anglais et en français. Nous avons maintenant le plaisir de vous présenter Patricia Peña, sous-ministre adjointe, partenariat et opérations en développement international. Merci. Bonjour à tous, bon après-midi, bon matin, selon là où vous vous trouvez. I'm so thrilled. Je suis absolument ravie de me joindre à vous au tout début de cette séance. Nous sommes un très grand groupe de participants aujourd'hui et certains se trouvent dans la région de la capitale nationale, d'autres ailleurs au pays. Je voudrais donc commencer par reconnaître les terres sur lesquelles nous nous trouvons. La capitale, nous reconnaissons toujours que nous nous réunissons sur un territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin. C'est vrai que c'est un événement virtuel, donc vous êtes tous partout au Canada peut-être ou même au monde. Donc je vous encourage à penser, à réfléchir à l'endroit où vous vous trouvez, puis la relation que vous entretenez avec cette terre ancestrale, puis ces peuples traditionnels. So that brings us really to the opening. Voilà, c'est l'ouverture. Je voudrais prendre quelques secondes de votre temps pour vous parler lors de ce forum des partenaires. D'abord, pour vous dire combien il est important pour nous que vous soyez des nôtres aujourd'hui. Vous êtes de précieux partenaires et vous jouez un rôle intégrale à cette initiative sur les subventions et contributions. On ne saurait se passer de vous. Et ce forum, c'est l'occasion pour nous de faire le point avec vous, échanger avec vous. Donc, je vous remercie très sincèrement. Vous êtes occupés ces jours-ci, puis nous reconnaissons que vous avez décidé que c'est une priorité, puis je veux vraiment vous remercier pour nous accompagner cet après-midi. I asked my team what. J'ai demandé à mon équipe quels seraient les objectifs de cette rencontre. Nous avons beaucoup à faire et nous voulons que le forum soit réussi. Eh bien, aujourd'hui, nous allons faire le point sur les progrès réalisés à ce jour. Nous n'allons pas revoir toutes les initiatives, mais nous aimerons vous entretenir des faits saillants. Nous aimerions entendre votre rétroaction, puis nous voulons écouter quels sont les enjeux qui vous préoccupent et comment nous pourrions intégrer cela à notre travail. Voilà donc l'un des objectifs clés et ce que j'aimerais, moi, partager avec vous dans ce mot d'ouverture, c'est revenir sur le fait que tout cela est très important pour le ministère. C'est une initiative très ambitieuse, mais dont nous avons grand besoin. Il est capital pour nous de le faire. Ça demeure la priorité absolue du ministère. J'ai souvent l'occasion de m'entretenir avec les sous-ministres, avec le ministre Hussein, et je dois vous dire qu'on peut compter sur leurs appuis inconditionnels quant à la démarche qui est nôtre et le travail que l'on est à abattre. On veut faire avancer les choses aussi rapidement que possible. Je voulais donc vous rassurer que tous sont appelés à faire leur part au ministère et nous comptons sur vous pour en faire autant. Alors voilà un de nos principes directeurs et c'est là-dessus que nous travaillons. Encore une fois, merci et sans plus tarder, Carl Gagné, c'est directeur à partenariat stratégique, puis c'est lui qui va donner un petit aperçu de c'est quoi l'initiative, puis aussi de le rôle de nos partenaires au sein de notre travail conjoint. Donc, Carl, à toi la parole. Merci. Merci, Patricia. Merci beaucoup. Merci pour ton leadership. Puis, je m'adresse à tout le monde ici aujourd'hui. Patricia, Brandon, que vous connaissez peut-être, ne sont pas là juste un peu pour les faces là, de l'initiative. Il y a beaucoup, beaucoup de travail de leur part dans les coulisses, comme c'est le cas évidemment pour toute l'équipe. Donc, merci beaucoup à tous et à toutes d'être ici aujourd'hui, de prendre votre temps, de venir nous rencontrer.
On reconnaît que c'est un temps qui est précieux et on le prend à sa juste mesure. Donc, la première rencontre du Forum des partenaires a eu lieu il y a plus de 6 mois déjà, donc c'était le 25 mai. Et comme nous vous avons demandé de faire suivre l'invitation à cette rencontre-ci aujourd'hui, il est possible qu'il y ait parmi nous des nouvelles, puis des petits nouveaux. Donc, à ces personnes-là, on les salue chaleureusement. Bienvenue. Donc, une partie de cette année a été consacrée de notre côté à mettre un peu en place la structure de gouvernance. Malgré cela, soyez sans crainte, on a réussi à abattre beaucoup de travail, puis on espère pouvoir vous en convaincre un peu aujourd'hui. Mais sachez quand même que l'étendue et la complexité de l'initiative sont telles que ça prend un certain temps. Donc, j'essaie de gérer les attentes. On pourrait aller très rapidement et ne pas bien faire. On a déjà tout essayé ces choses-là dans le passé. Maintenant, on prend notre temps et on le fait bien. Surtout, on le fait bien avec vous. Donc, très brièvement, pour ceux qui sont nouveaux ici, qui sont moins familiers avec l'initiative, il s'agit d'une refonte, vraiment d'une refonte en profondeur de la façon dont nous administrons les subventions et contributions. Aujourd'hui, on va parler surtout de l'aide internationale, mais dans les faits, ça touche toutes les subventions et contributions du ministère, non pas seulement pour la filière développement ou aide internationale. Donc, notre objectif est de rendre le processus de financement de l'aide internationale du Canada plus efficace et plus efficient. Au final, l'initiative va contribuer à simplifier les processus de demande de financement, à accroître l'éventail et la diversité des organisations avec qui Affaires mondiales Canada fera affaire et, bien sûr, je dirais surtout à accroître l'impact de l'aide publique au développement du Canada. Donc, je disais tout à l'heure, le premier forum a eu lieu le 25 mai dernier. Donc, vous y aviez alors assisté en grand nombre et vous vous souviendrez peut-être qu'on avait utilisé une plateforme qui s'appelait Thought Exchange. Donc, il y avait plus de 300 participants et puis on a eu environ plus de 200 personnes qui avaient communiqué ou partagé 470 idées, thoughts. Donc, de ces 470 idées-là, avait été commenté et au total, il y avait plus de 7000 commentaires émis sur ces idées-là. Grosso modo, une fois recueilli toutes ces informations-là, on a retenu 3 messages clés de la rencontre du 25 mai passé. Le premier, nous avons donc compris que cela limite votre capacité de réagir et de répondre rapidement aux besoins des communautés sur le terrain. Donc, les organisations sont agiles, Affaires mondiales les moins, et ça vient hypothéquer la livraison du programme d'aide au développement. Le second message était le suivant. Nous exigeons beaucoup de vous, mais partageons trop peu. Donc, ce forum-ci, comme d'autres instances, vise à accroître la transparence de façon à ce que vous puissiez suivre un peu en temps réel l'évolution de l'initiative. Enfin, le troisième message clé qu'on a entendu, vous souhaitez collaborer à cette transformation et souhaitez une plus grande diversité de partenaires puissent également travailler avec Affaires mondiales Canada. Donc, ces commentaires-là, pour nous, ils sont justes, ils sont judicieux, puis ils sont très, très précieux. C'est un petit peu notre vademecum, c'est un petit peu ce qui guide la livraison de l'initiative. Dans les faits, je vous dirais que plusieurs de ces commentaires-là, donc, il y avait vraiment une convergence auprès des participants, puis également une convergence avec ce que pensent les collègues d'Affaires mondiales Canada à l'interne. Donc, on est effectivement tous enlignés sur les mêmes priorités. On est fiers aujourd'hui de rapporter certains progrès. Comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup encore à faire, mais tout de même. Donc, pour ce qui est du traitement des demandes, vous vous rappellerez qu'on vous avait invité à un hackathon en juin, qui avait lieu quelques semaines après le forum. Donc, le hackathon a eu lieu. On a
parler de risque pendant plusieurs jours. Puis au terme de l'exercice, on pense que ce que vous allez voir aujourd'hui vont confirmer que les délais seront réduits de façon très importante dans l'avenir grâce aux résultats du hackathon. En ce qui a trait au souhait exprimé de participer activement à la transformation, peut-être certains d'entre vous savez qu'on a lancé un programme Échange Canada ou Interchange. Donc, il y a des membres de vos organisations respectives qui se sont joints à nos équipes puis qui nous aident à développer l'initiative. Par ailleurs, on a également créé un groupe aviseur pour l'initiative, donc qui est composé de personnalités importantes qui ont une grande expérience du développement puis qui nous accompagnent dans la mise en œuvre de l'initiative. On en parlera plus en profondeur à notre prochaine rencontre. Donc, nous espérons bien que les présentations d'aujourd'hui vous convaincront de notre désir sincère de réformer en profondeur l'approche d'Affaires mondiales Canada en ce qui a trait à l'administration des subventions et contributions. Donc, je passe la parole à mon collègue Claude Desilets, directeur adjoint de la gestion des risques. Merci, Claude. Good afternoon, everyone. Nice to see you again, if only virtually. Claude Desilets, for those who don't know me, Je m'appelle Claude Desilets. Je suis à Affaires mondiales Canada, une équipe qui se consacre à cette initiative de transformation. J'en fais partie. Dans les quelques minutes que nous passerons ensemble, mes collègues Monique Bergeron, Madame Kaminski et moi-même allons faire le point sur les progrès réalisés depuis 6 mois. Nous sommes très heureux de pouvoir vous dire qu'il y a eu quand même des progrès importants. Je vais revenir sur ce que Carl disait et nous allons revoir les petits ballons d'essai que nous avons lancés au lendemain du hackathon pour ce qui est de votre appétit pour le risque. Nous allons parler du développement international et nous allons pouvoir annoncer des changements à nos politiques financières. À la lumière de la discussion que l'on a eue sur l'appétit pour le risque, et nous allons revoir certains des progrès réalisés en matière de solutions techniques. Pour ce qui est du hackathon, pour vous qui y étiez, vous savez à quoi je fais allusion. J'aimerais revoir avec vous les principaux résultats au lendemain du hackathon de l'appétit pour le risque. Pour vous qui n'étiez pas des nôtres, Carl prétend qu'il y a eu des discussions pendant 2 jours. Difficile pour moi de distiller le tout en quelques secondes ou quelques minutes. Mais si je prends un peu de recul, je vous dirais que ce qui s'est dégagé du hackathon, c'était l'ébauche des principes directeurs pour nos partenariats. J'y reviendrai. C'est en fait ce qui va encadrer notre relation. Nous admettons que nous traitons avec une communauté bien diversifiée. Et vous qui êtes nos partenaires. Je crois qu'il est bien pouvoir de mettre tout cela par écrit. Comme quoi, Affaires mondiales Canada, nous devons renoncer à une approche ou une taille universelle lorsqu'il s'agit de diligence raisonnable. Nous essayons de trouver une façon d'adapter la diligence raisonnable à vos profils. Puis, autre résultat, attribuable aux discussions que l'on a eues sur la co-conception et la validation, c'est-à-dire comment nous sommes en train de changer dans les années à venir. C'est-à-dire alors qu'on est à co-concevoir et valider avec vous, les partenaires communautaires, que ce qu'on est en train de faire vient informer notre sensibilisation au risque et comment nous traitons avec les partenaires.
j'aimerais revenir à ces principes régissant le partenariat. Ce sont les mêmes principes que ceux présentés lors du hackathon pour vous qui étiez des nôtres à ce moment-là. Et la communauté des partenaires a appuyé ces principes. Ce sont des concepts, je le concède, mais il n'empêche que cela nous permet d'ancrer nos initiatives en matière de transformation, c'est-à-dire avoir une vision partagée au sein du ministère, mais aussi partagée avec vous tous, nos partenaires. Comme je viens de le dire, les profils des partenaires, sans doute, ça alimente notre sensibilisation au risque et ça tient compte du fait qu'une approche taille universelle ne convient pas dans tous les cas. Encore une fois, Carl vous a parlé de transparence et de communication, pas seulement lors d'événements tels que celui-ci, où nous faisons rapport sur les progrès réalisés, mais améliorer les communications alors que nous allons d'avant avec nos processus de programmation. Et je crois, et enfin j'espère, que nous avons réussi à vous communiquer que la confiance, ce n'est pas une voie à sens unique. Je crois qu'on a déjà posé quelques gestes pour bien asseoir ce principe directeur de la confiance. Nous apprécions la diversité. Nous savons que nous traitons avec différents secteurs, à différents niveaux, et alors que nous avons des discussions sur la localisation, des discussions avec les organismes autochtones ou les organismes LGBTQ, eh bien, notre ministère apprécie pleinement la diversité que vous représentez. Autre principe directeur clé qui, en fait, est la locomotive de ces premières étapes alors que nous tentons de changer, de transformer le ministériel, c'est de courir des risques. Et si on échoue, d'échouer intelligemment afin d'en tirer des enseignements. Alors, voilà, en bref, ce qu'il en est du hackathon de l'appétit pour le risque. J'aimerais maintenant céder la parole à notre collègue Monique qui va vous parler de nos ballons d'essai. Claude. Alors, donc, on m'a chargé de ce labo d'échecs judicieux. De quoi s'agit-il? D'abord, c'est un concept virtuel et depuis un moment déjà, on travaille sur la rationalisation et la simplification de nos processus. Et maintenant, on essaie d'aller encore plus loin. Suite au hackathon qui a été mentionné déjà, on a identifié que les 3 résultats clés qui devaient être testés et pilotés, d'où le concept du labo. L'objectif du laboratoire est vraiment de tester de façon agile et itérative des concepts qui permettent de passer à des processus à taille unique vers une approche de la gestion des subventions et contributions qui soit réceptive aux risques et adaptée aux différents types de partenaires et de programmes avec qui on travaille. Donc, le labo répond aux demandes des utilisateurs, c'est-à-dire vous et nous à l'interne, et à notre engagement à rationaliser et à améliorer les processus en vue d'accroître notre efficience, notre efficacité et de continuer de construire des relations de confiance avec vous. Dans le laboratoire, on applique 6 principes clés. D'abord, on est audacieux, on essaie de l'être en tout cas. On est agile, nous sommes axés sur les résultats, centrés sur l'utilisateur et nous visons à développer des solutions qui sont à la fois optimisées, mais aussi sur mesure. Donc, pour faire référence au graphique que vous voyez à l'écran, comme on peut voir à l'extrême gauche du graphique, on a d'abord isolé les concepts qui sont ceux qui ont été identifiés et qui ont été mentionnés déjà dans le rapport du hackathon, notamment ceux qui ont été décrits dans le résumé de l'événement qui a été préparé par Coopération Canada. Ensuite, on a
choisi en fait de tester des approches qui sont adaptées et axées sur les résultats, soit de prioriser des tests avec des projets et des partenaires qui sont réels, par opposition à une approche d'expérimentation qui est avec des personnages fictifs, par exemple, une approche expérimentale agile et une perspective de service à la clientèle, étroitement liées aux idées qui ont été identifiées et changées lors du hackathon. Et c'est une vision qui est réceptive au risque de la part de AMC. On est à établir présentement des facteurs de succès. Comment les projets pilotes qui donnent des bons résultats seront normalisés ou mis à l'échelle par la suite. Nous suivrons ce qui se passe, ce qui fonctionne et ce qui fonctionne peut-être moins bien et nous ajusterons nos approches. Nous procédons de manière itérative en collaborant avec un grand nombre de collègues, tant au sein d'AMC et avec un certain nombre de partenaires qui sont engagés et qui valident des tests proposés, notamment les gens à l'intérieur de AMC qui sont responsables des programmes, les PTL par exemple, et les responsables corporatifs, soit des finances, des contrats et autres responsables des processus au sein du ministère. Donc, grâce à ce laboratoire, nous nous appuyons sur l'expérience et les besoins des programmes et des partenaires qui sont les co-créateurs des projets pilotes. Et on bâtit en fait au sein du labo une boucle de retour d'informations pour continuer d'apprendre et d'améliorer nos processus. Qu'est-ce qu'il y a actuellement dans le laboratoire d'échecs judicieux? Peu de choses sont visibles en fait du monde extérieur pour l'instant. Une partie du travail consiste à modifier nos propres méthodes et l'un des aspects les plus importants mais aussi complexes et invisibles souvent de notre travail est le changement de culture au sein de notre propre organisation afin de vraiment intégrer, d'être plus conscient des risques et des opportunités qui existent. Bon, les contraintes fiscales aussi sont très réelles et on veut pas ont une incidence sur la vitesse à laquelle on est capable de faire des changements réels. C'est un processus en cours, disons. Dans le labo présentement, et certains d'entre vous, j'espère, se reconnaîtront dans ce travail, il y a 5 programmes actifs avec des pilotes en cours qui vont des partenaires de longue expérience et des partenaires plus nouveaux ou des partenaires locaux avec qui on travaille. Vous avez peut-être entendu parler notamment des pilotes concernant l'évaluation complète des partenaires, le Comprehensive Partner Assessment. Désolée, je ne connais pas l'acronyme en français, et l'accord cadre avec les partenaires, soit le Partner Framework Agreement. Nous travaillons présentement à la phase aussi de préparation d'un appel de proposition en utilisant l'approche Lean. Donc, différentes méthodes, en fait, d'expérimentation. Dans l'esprit de la localisation, nous testons aussi des solutions qui sont adaptées et qui répondent aux organisations locales et pour qui la lourdeur administrative est souvent intenable, en fait. Au cours des prochains mois, nous piloterons et nous évaluerons les résultats et tirerons des leçons de cette expérimentation. Les projets pilotes jugés concluants passeront par la partie étroite du graphique que vous voyez devant vous pour être intégrés dans la réingénierie des processus d'affaires et le développement éventuellement du nouveau système informatique qui est représenté par la partie droite, en fait, du graphique. Et donc, vous entendrez parler un peu plus tard, dans quelques minutes. Nous examinerons aussi les projets pilotes infructueux, ceux qui n'ont pas franchi la partie étroite du sablier pour en tirer des leçons et ajuster nos méthodes. Dans tous les projets pilotes, des exigences seront intégrées pour tenir compte du potentiel d'extensibilité des expériences. Donc, pour la réingénierie des processus d'affaires à laquelle vous voyez une référence ici,
Nous mettons en place une équipe chargée d'intégrer les leçons tirées de l'expérience dans la réorganisation des processus d'affaires en ce moment. Donc, en résumé, le processus du labo vise à moderniser nos outils en vue de l'élaboration d'un nouveau système. Et tout est intégré en réalité entre nous. I will switch to English now. And yes, thank you for the next slide. Thank you so much. Merci. Alors, le développement local, voilà qui éclaire ce que nous tentons de faire. Les conversations locales, la fameuse localisation a évolué avec les années. Cela porte sur des discussions des plus importantes où l'on veut changer le rapport de force. On veut se rapprocher des collectivités que nous desservons. Le développement local fait partie intégrante de nos efforts, mais afin d'être plus durable et peut-être plus à l'écoute aux besoins et aux priorités locaux, nous devrons offrir de l'aide internationale qui s'adapte constamment. Cette année-ci, on a mis l'accent sur l'écoute et l'apprentissage auprès des autres, amorcer un dialogue avec nos partenaires alors que nous continuons de travailler ensemble. Nous tentons d'intégrer ce que nous avons entendu dans les différents volets de l'initiative de transformation. Nous ne fonctionnons pas en silo. Nous le faisons ensemble parce que vous aussi, vous avez mis la main à la pâte. Nous travaillons aussi avec le Comité d'aide au développement de l'OCDE pour voir comment nous pouvons améliorer notre démarche, nos systèmes et nos procédés, tout en partageant avec vous ce que nous avons accompli jusque-là. J'aimerais maintenant céder la parole à ma collègue Michelle Kaminski, qui est directrice des politiques financières de subventions et contributions. Michelle, à vous. Voilà. Ça va maintenant? C'est bien, merci. Merci d'avoir porté ça à mon attention. Alors, comme je vais commencer à vous dire, eh bien, voilà un autre exemple du fait qu'on est à votre écoute. Étant donné la rétroaction de nos partenaires pendant le hackathon, par exemple, nous sommes en train d'apporter des changements à la gestion des accords de contribution avec le programme d'aide au développement international. Cela en fonction de votre appétit pour les risques. Alors, j'aimerais vous parler brièvement de nos politiques et je dis brièvement parce que le tout est maintenant téléchargé au site Web. Il suffit de s'y rendre. Alors, le tout premier changement, nous avons accru la flexibilité des partenaires pour ce qui est de gérer les projets en augmentant la variance de 10 et de 30 à un taux fixe de 40 pour tous les organismes, améliorant ainsi les efficacités de nos partenaires, ce qui vous offre à vous, nos partenaires, une plus grande marge de manœuvre pour vous adapter aux changements externes tout en tenant compte des efficiences de la gestion de projet. Ce sont là d'excellentes nouvelles. Nous écoutons attentivement ce que vous dites. Deuxièmement, nous avons aussi réduit l'incidence financière des retenues en réduisant le maximum. Ce ne sera pas une des retenues pour tous les projets. Cette mesure, eh bien, va réduire l'incidence des retenues sur les liquidités des organisations tout en simplifiant les accords de contribution pour les partenaires et pour les affaires mondiales. Veuillez noter que nous voulons assurer une transition cette année-ci. Nous allons débloquer les retenues selon les disponibilités budgétaires, bien sûr. Je suis heureuse de vous dire que les changements vont s'apporter à tous les accords de contribution en date du 1er décembre. Il n'est pas nécessaire d'apporter des amendements officiels. Ça se fera automatiquement. Alors que je me tourne vers l'avenir, vous savez, il y a toujours du pain sur la planche, n'est-ce pas? Nous tentons de renouveler nos politiques de dédommagement pour ce qui est du programme d'aide au développement. Nous y travaillons depuis un an et encore là, c'est donné suite à ce que nous avons entendu pendant le hackathon et les consultations. Nous avons entendu deux enjeux en matière de ces politiques. Bon, premièrement, le 12 ne convient pas. Deuxième grand enjeu, il nous faut offrir plus de clarté quant
aux coûts directs et indirects. Il faut être plus clair. Et nous voulons bien nous attaquer à ces deux enjeux dans cette tentative de renouveau. Nos partenaires nous ont dit qu'il y a la question de la rémunération et laquelle il nous faut travailler. Je pense que les choses avancent bien. Nous allons vous consulter, vous les partenaires sous peu, sans doute en janvier ou février. Notre objectif, partager cette politique de renouveau avec le sous-ministre avant le 1er avril pour qu'il l'avalise, afin qu'on ait une nouvelle politique en place au début du prochain exercice. Évidemment, tout dépend du déroulement des consultations. Bien sûr, nous voulons vous entendre et vous nous avez dit que vous vouliez consulter parce que les politiques de dédommagement pour les frais généraux est de toute première importance pour vous. Je vous remercie de votre temps et je cède la parole à Claude Desilets. Merci. Alors, jusque-là, nous vous avons fourni des mises à jour quant à notre approche face aux risques, comment nous faisons des essais en matière de politique. Et je voudrais terminer cette partie-ci de notre forum en vous parlant des solutions TI. Je sais qu'on arrive sur la fin de ce volet-ci pour vous parler de technologie, mais c'est parce qu'on ne veut pas que la technologie transforme ce que nous faisons sans que ce soit fait de façon intelligente. Nous sommes en 2023, il faut le dire, et la technologie va nous permettre de réaliser des économies importantes et d'accroître l'efficacité de notre fonctionnement. Nous allons aussi vous faire une petite mise à jour sur les innovations technologiques. Mais avant même de passer au vif du sujet, c'est-à-dire les progrès réalisés avec notre prototype, je dois vous dire que les derniers 6 mois, ça ne va pas vous étonner que notre ministère est en pleine transformation numérique depuis 2 ans. Alors, de commencer à développer de nouveaux outils et pour ce qui est de vous offrir ces outils est en soi gros. C'est un gros effort. Lorsque nous avons rencontré nos partenaires en mai dernier, nous avions une toute petite équipe qui nous prêtait main forte. Mais lors de l'introduction, Patricia Peña vous a dit que l'initiative de transformation jouit de l'appui du ministre, de la haute gestion du ministère. Je peux vous dire que le ministère a prêté le geste au propos parce que depuis 6 mois maintenant, nous avons bâti à l'interne une petite équipe, il est vrai, mais une équipe très capable, ce qui veut dire que nous avons des agents qui étaient sur le terrain, qui faisaient de la programmation, de l'aide internationale au développement, nous qui travaillent côte à côte avec des gens du ministère qui sont de la technologie, de l'information. Carl vous a parlé que nous avons fait appel à des ressources externes auprès de vos organismes ainsi que des experts pour ce qui est de l'expérience de l'usager. Alors, vous ne voyez pas ça à l'écran présentement, mais nous avons fait d'importants progrès et vous allez en bénéficier avec le temps. Ce que vous ne voyez pas en coulisses, c'est toutes les ressources qui y sont consacrées. Il y a quelques mois, on s'est mis à concevoir un prototype pour remplacer notre système SAP pour les contributions et les subventions. Je dis un prototype, mais c'est quand même assez sophistiqué. Ce sont en fait toutes les étapes qu'il faut franchir pour que le produit soit au point. Mais on n'est pas encore prêt à passer au banc d'essai avec nos partenaires. Mais je dois dire qu'on a déjà des fonctionnalités pour ce prototype. Comment vous, les partenaires, aurez des comptes individuels, comment vous allez pouvoir accéder à ces comptes, comment vous allez pouvoir confirmer votre identité. On est en train d'adopter toute cette technologie. Une fois que vous aurez ouvert votre session et que vous accéderez à un portail sécurisé, eh bien, nous avons mis tout cela au point. Nous avons maintenant la capacité pour ce qui est de ce que vous nous demanderez à l'avenir. Vous savez, c'est un petit peu gênant qu'on utilise encore Adobe. Il y a une technologie beaucoup plus au point. Et
je sais que vous le savez alors que vous utilisez l'Internet. Alors, le portail que vous voyez doit être celui que l'on voit. Nous sommes aussi en train de mettre au point des budgets pour les différents projets et comment vous allez faire vos demandes de financement. Si je vous en disais autant, ce que les formulaires qu'on utilise présentement sont loin d'être conviviaux. Il y a aussi des interfaces à l'interne auxquelles on travaille. Par exemple, notre capacité à des tableaux de bord qui sont axés sur l'utilisateur. Si vous faites un appel au concept et vous en recevez une cinquantaine ou même plus, eh bien, nous recevrons toutes ces notes et à ce moment-là, ce sera plus facile pour les nôtres d'accéder aux données voulues. Ce sont là des choses que nous faisons à l'interne. Alors, tout ça aura une incidence indirecte sur vous. Plus c'est facile pour nous à l'interne de gérer nos programmes, eh bien, plus simple ce sera et plus rapide ce sera pour vous revenir avec nos approbations. Vous savez, on a de nombreux indicateurs de rendement, mais notre capacité d'aller de A à Z, c'est-à-dire depuis la proposition jusqu'au moment de la signature de l'accord, voilà ce sur quoi nous concentrons nos efforts ces jours-ci. Alors, encore une fois, dans les coulisses, le gouvernement du Canada a maintenant un cadre de données commun pour tous les programmes de contribution de subvention partout au pays. Alors, tous les ministères sont en train de renouveler leur système pour emprunter le même cadre technologique. Alors, une façon que cela vous touchera, vous, si vous traitez, vous, avec le gouvernement du Canada pour ce qui est des subventions et des contributions avec des ministères autres que les Affaires mondiales du Canada, eh bien, ce sera toujours la même formule à emprunter. Donc, beaucoup de travail se fait dans l'ombre pour améliorer notre cadre. Nous tentons d'améliorer notre façon de conserver les données afin que nous ayons de meilleures possibilités pour expédier les choses. Et là où il y a une grosse perte d'efficacité au ministère, vous nous posez une question, puis on a toutes les difficultés du monde à trouver les bonnes données pour répondre correctement à la question. Alors, cette initiative de transformation s'attarde aussi à renouveler le cadre de collecte des données. Et tout cela est en place. Toutes des équipes y travaillent à temps plein, des ressources dédiées à tout cela qui se penchent sur le système dans son ensemble. Alors, ce que cela peut vouloir dire pour vous et pourquoi je vous dis que tout cela est important, c'est parce que nos systèmes, nous savons que de nouveaux systèmes d'entreprise pour les subventions et les contributions, ce sera un très gros effort et qu'il faudra procéder de façon délibérée, à savoir sur lesquels systèmes il faut travailler d'abord pour pouvoir gérer l'information de sorte qui tienne compte de ce que vous nous dites depuis 5 ans, si ce n'est 10 ans maintenant. Par ailleurs, ce forum des partenaires, c'est en fait la première fois que le ministère peut le dire, nous allons vers la livraison tangible de solutions concrètes, que ce soit les changements à nos politiques, mais aussi du côté de la technologie de l'information. Donc, c'est pas seulement des choses qu'on aimerait faire, ce ne sont plus des désidérateurs, mais des choses que nous sommes en train de concrétiser. Alors, du côté de la technologie de l'information, on ne manque pas de vision ni même d'ambition, mais là, on a les ressources voulues pour concrétiser la vision et nos ambitions. Ça demande un certain temps, bien sûr, mais on ne se concentre pas uniquement sur les nouveaux changements et les nouveaux outils que vous verrez dans 1 an, dans 2 ans, si ce n'est dans 3 ans. Mais nous concentrons aussi sur des outils existants et quelles sont les frustrations que vous avez avec les outils existants. Alors qu'on travaille
la solution d'entreprise dans son ensemble, nous avons aussi des gens qui tentent d'améliorer les outils existants. Ainsi, pour votre organisation qui avait accédé, bon, on a mis au point un chiffrier Excel qui tient compte de la structure budgétaire, vous l'utilisez et dans bien des cas, vous devez vous en servir pour faire des demandes de financement. Notre équipe a étudié de près cet outil de Excel et y avons apporté des améliorations. Et cet outil s'est nettement amélioré parce que certaines zones sont remplies automatiquement. Cela vous permet de sauver du temps. Il y a aussi maintenant une nouvelle fonction à même ce chiffrier qui fait une vérification de la conformité. Ainsi, au terme de nos exigences en matière politique et pour ce qui est du budget, il y a maintenant un onglet. Une fois que vous avez saisi votre budget, vous vous rendez à l'onglet et on vous dira, vous avez peut-être oublié ceci ou cela pour ce qui est des objectifs en matière politique. Voilà donc un outil qui, encore sur le banc d'essai, on est en train de le mettre au point et ce sera fait, puis téléchargé au site web. Ce sera et en anglais et en français pour que vous puissiez y accéder dans la nouvelle année. Et l'équipe responsable de cet outil aura une période de questions-réponses et ce sera l'occasion pour vous d'y participer parce que vous serez invité. On vous fera voir une petite vidéo à savoir quels sont les changements apportés. Et à même cet outil, vous allez pouvoir aussi nous offrir de la rétroaction simultanément. Cela fera partie intégrante de l'outil. S'il y a des fonctions qui ne fonctionnent pas vraiment, eh bien, vous pourrez nous le dire. Alors, je vais terminer cette intervention en vous disant que l'outil qui travaille à améliorer cet outil, eh bien, travaille également à la transformation de la solution d'entreprise. Les deux équipes veulent une structure de données de sorte que lorsque vous utiliserez cet outil à partir donc du chiffrier à la fonctionnalité budgétaire dont je vous ai parlé déjà, la structure des données, eh bien, sera la même pour les deux équipes. Cela va nous permettre de veiller à la cohérence des outils qui sont nôtres. J'aimerais maintenant céder la parole à ma collègue Linda. Parce qu'on arrive sous peu à la période de questions-réponses, nous prenons bonne note des questions que vous posez dans la boîte de clavardage. Linda, à vous. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes des nôtres. Très heureux de vous compter aussi nombreux. Je suis Madame Gingras, Linda, de l'équipe de gestion du changement. Est-ce que vous voyez là à l'écran? C'est un code QR. Je vais recommencer. Donc, ce que vous voyez maintenant, c'est un code QR d'un court sondage qu'on vous demanderait de compléter maintenant, si vous pouvez. Il y a aussi le lien dans le clavardage. Et l'objectif de ce sondage-là, c'est de vraiment mieux cerner vos besoins, vos préoccupations afin d'y répondre, afin d'en tenir compte. Donc, on sait que la présentation aujourd'hui était de manière générale, donc le sondage aussi. Mais sachez qu'il va y avoir d'autres consultations qui vont être faites. Il va y avoir d'autres sondages, d'autres occasions d'échanger, de fournir de la rétroaction et des commentaires portant sur différentes thématiques, des thématiques précises qui peuvent être pertinentes pour vous. Vous allez aussi voir qu'en haut à droite, il y a... vous pouvez choisir le langage de votre choix. Donc, vous pouvez répondre au sondage en français ou en anglais. Et c'est très, très apprécié. Donc, on vous demanderait... à tout le monde de prendre quelques minutes pour répondre à ce sondage-là pendant qu'on va passer à la période des questions et réponses. Donc, on sait qu'on a eu plusieurs questions et je vais céder la parole à David Leblanc pour animer la période des questions et des réponses. Merci. Thank you so much, Linda, and we will actually just give... Merci beaucoup, Linda. On va vous donner donc quelques secondes pour que vous puissiez commencer à compléter le sondage. Et vous avez le code à l'écran et nous prenons l'occasion également de repasser les questions afin de les organiser et puis de nous attaquer aux questions. Alors, je reviens dans 20 secondes environ. Merci.
Juste pour noter que le sondage est disponible en fait, les deux langues officielles. C'est juste une question de cliquer en haut à droite et tu peux changer la langue. So I'll just point out that you can toggle the Oui, vous pouvez choisir donc la langue en haut à droite de l'écran, du sondage, pardon. Cela dit, je pense que nous allons passer donc aux questions. Je vais donc demander à mon collègue Monique Bergeron de parler. La question qu'on pose est la suivante. Est-ce que nous aurons accès à d'autres informations concernant les détails de ces différents projets qui sont des projets pilotes? Monique, à vous là. Est-ce que la question était en français ou en anglais? Ça peut déterminer. The question was in English. Non, on a posé la question en anglais, donc merci beaucoup. Alors, je vais donner la réponse en anglais, si vous permettez. Tout cela pour dire, écoutez, qu'il y a plusieurs, comme j'ai dit, qu'il y a 5 programmes qui sont maintenant, qui font partie de cette labo, qui font partie du labo, et beaucoup de ces projets-là portent sur l'échéancier, les dates butoirs et ainsi de suite, et le lab porte. Enfin, tout d'abord, vous avez donc la question de gouvernance à l'intérieur de cette initiative de transformation qui doit valider les tests. Et on vient de commencer à passer à l'étape des tests et on va vous donner plus de détails plus tard. Mais déjà, parmi quelques-uns parmi vous autour de la table, j'ai remarqué, savent déjà que ce sont les tests qui se font à l'heure actuelle, mais nous allons certainement revenir avec les détails et avec plus d'informations dès que les renseignements sont disponibles. J'ai vu une question ici, je ne sais pas si vous voulez que je réponde à cette question tout de suite, David, portant sur les exemples des tests, ou est-ce que je vais revenir à cette question-là? David, écoutez, je reviens Monique, on va donc répondre à ces questions-là au fur et à mesure. Claude, est-ce que vous aurez la gentillesse de revenir à l'écran? La question ici est pour vous. La question est la suivante. Mais le projet pilote, écoutez, quelle est l'étape suivante après ce projet-là? Réponse que je vais parler de ce que ça a été aussi, vous savez. Alors, pour donner un peu le contexte, depuis assez longtemps déjà, vous savez, nous avons tenu compte des points saillants proposés par nos partenaires et ce n'est pas étonnant de voir qu'il y a différents aspects, différents points saillants sur selon les parties du ministère. Et on voit également des partenaires qui disent la même chose. Vous avez des partenaires avec des portefeuilles, des accords plus considérables comparés à des partenaires locaux qui ont juste un accord. Vous avez donc des points essentiels. Ça dépend de la nature de ce qui causait des problèmes. Alors, quand nous avons regardé les partenaires qui avaient des dossiers plus importants, qui avaient plus d'accords, c'était évident que nous, en tant que ministère, les partenaires qui ont 5, 15 ou 20 différents accords en vigueur en même temps, ont surtout des officiers qui s'occupent des projets, qui s'occupent des différents accords. Et voilà ce qui se passe en tant que ministère. Nous traitons nos partenaires comme dans le contexte d'une série de projets, plutôt que de voir une approche globale. Et les points contentieux pour les différents partenaires, vous savez, portaient sur la cohérence et la coordination, les problèmes qu'ils devaient traiter, obtenir des réponses de différentes personnes à différentes questions. Écoutez, plutôt que d'avoir une approche globale pour tout le monde et avoir des approches taillées, faites sur mesure, alors on peut dire que pour ces partenaires, 5, 10, 15 accords, avec global, est-ce que vous pouvez commencer donc à voir cela au niveau global, au niveau des portefeuilles, des dossiers? Et on pourrait donc économiser beaucoup de temps si on regarde cela de cette façon-là, de façon plus cohésive. Et un accord sur les accords avec les partenaires, vous savez, ce n'est pas un accord comme tel, vous savez. Il s'agit d'établir un cadre qui nous permettrait donc de gérer des relations entre nous comme ministère et tous les différents points de contact que vous avez dans votre organisation. Donc, cet accord sur les accords
on va mettre cela à l'épreuve. Écoutez, si vous avez vu donc, vous avez sur ma partenaire avec beaucoup d'accords, si on décide de voir de façon holistique plutôt que d'avoir un projet individuel, nous devrions pouvoir économiser beaucoup de temps en essayant de, comme ministère, de passer par différents points de contact. Alors, tôt ou tard, écoutez, ce n'est pas une question de dire, écoutez, voilà donc une carte plaquée or et vous pouvez donc vous en servir. Mais c'est une question de voir comment nous pouvons rationaliser les efficiences au niveau des partenariats. Donc, si vous avez des tableaux de commande qui nous pouvons harmoniser et nous pouvons partager cela avec vous en tant qu'organisation, comment nous pouvons diriger certaines questions. Vous avez la même question pour 4 projets plutôt que de poser les questions à 4 personnes. Vous posez les questions à une seule personne pour les 4 projets. Voilà, donc c'est ça le cadre général de cet accord sur les partenaires. Et dans ces différents accords, j'espère que nous allons pouvoir économiser beaucoup de temps. Pas seulement vous, mais nous aussi. Et quand vous avez économisé de temps, c'est plus efficace pour vous. Merci beaucoup, Claude. Je vais demander à Monique maintenant, une autre fois, pour les 2 questions qui suivent. Monique, alors la question suit, écoutez, est-ce que vous pouvez donner quelques détails sur les tests dans le contexte du labo et comment nous pouvons-nous partager ces commentaires-là, ces résultats aux organisations partenaires? Réponse, écoutez, tout est déjà défini et vous avez dit comment vous voulez savoir ce qui s'est passé, c'est très utile. Comment voulez-vous recevoir ces renseignements-là? Ça pourrait nous aider. Mais pour revenir à quelques détails, si vous permettez, je pourrais donner quelques exemples. Par exemple, des approches mixtes au niveau de partenariat aussi, pas seulement au niveau du programme comme tel, mais également le programme, par exemple, si vous avez la voix des femmes et les leaderships, si vous voyez ça comme un programme et si vous appliquez des solutions de façon à ce que cela paraît logique au niveau des programmes. Quelques exemples, par exemple, pourraient inclure des visites mixtes qui ont déjà eu lieu, non pas dans le BVO, mais dans d'autres contextes. La planification et la mise au point de plans de travail ensemble, également présenter de façon plus coopérative les résultats de ces exercices, avoir des mesures de durabilité pour nos partenaires locaux qui savent ce qu'il leur faut et afin d'identifier les secteurs où ils ont besoin de soutien, à appliquer différentes initiatives et aligner de façon plus cohérente les résultats et les risques avec l'aspect financier et comment nous faisons pour dépister les résultats. Alors, comment vous parlez de ces résultats, mais également comment nous pouvons nous engager avec vous à ce niveau-là? Je ne sais pas si ça répond à quelques-unes des questions, mais voilà, je pense que les détails vont se présenter en temps et lieu. Merci, Monique. Et pendant que vous êtes toujours sur le sellette, on a une question suivante. Écoutez, la phase de préparation pour l'appel d'offres, est-ce que vous avez quelques détails là-dessus? Réponse, écoutez. Je sais très bien aussi qu'il y avait quelques retards dans la traduction. Alors, je parlais trop vite peut-être, je ne sais pas. Je vais parler plus lentement. Alors voilà, nous appliquons une approche afin de nous pencher sur toutes les étapes qui se trouvent maintenant à l'intérieur de ces appels d'offres et de voir afin ce que nous pouvons accélérer, ce que nous pouvons améliorer et appliquer ces différentes idées, ces notions-là, à vraiment à une activité réelle. Donc, nous avons d'autres renseignements qui vont se présenter en temps et lieu. Je n'ai plus ces détails à vous donner tout de suite, mais ce processus se réalise dans le présent. Et vous allez voir les résultats un peu plus tard. Et j'espère que ça répond à la question. J'espère que ça a répondu à la question. Merci beaucoup, Monique. C'est beau. Je vais demander à Michel, mon collègue, de se présenter à l'écran. Les 2 questions qui suivent sont pour vous.
Alors, je vais changer de langue, si vous permettez, pour la première question. Et la question est suivante. Inclut les coûts de construction. Merci, Michel. Merci. Est-ce que vous pouvez m'écouter? Oui, on t'entend. Parfait. La variance de 40% s'applique à la ligne budgétaire des coûts de construction seulement si les coûts de construction sont égaux ou inférieurs à 20% du budget approuvé. Alors, ça dépend. I also want to just add here for greater. Et je voulais vous dire également, à titre d'éclaircissement, cette variation dans le budget s'applique donc à des lignes de démarcation, non pas aux frais généraux. Et nous voyons donc que les frais généraux, ça fait partie de ce renouvellement de la politique qui vise ces frais généraux. Katia voulait poser une question aussi. Elle a parlé il faut répéter, les coûts indirects. Alors, la politique, le renouvellement de la compensation, nous mettons au point des directives afin de présenter de façon très claire cette distinction aux coûts directs et indirects. Et ça répond à une des questions qui a été signalée par nos partenaires. Il fallait faire cela dans le contexte de ce renouvellement. Donc, ce que nous cherchons donc, quelles sont les directives pour déterminer la ligne de démarcation entre les coûts directs et indirects. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Michel. Je pense que nous avons répondu à ces questions pour les projets. Comment échouer intelligemment, nous avons déjà répondu à cela. Écoutez, est-ce que nous avons répondu, oui, à ça aussi? Alors, la question suivante. Et l'intelligence, l'IA, est-ce que ça va s'intégrer au système? J'aimerais demander à un collègue de se pencher sur ces questions-là. Oui, vous avez les IA, mais également, c'est les questions ça revient également à la question de Vanessa concernant les outils. Alors, Vanessa avait demandé, écoutez, est-ce que les solutions technologiques vont dépasser la notion de budget? Écoutez, nous avons une vision globale, c'est évident, et cette vision globale doit tenir compte des ressources et des limites temporelles. Et si vous permettez, si je parle seulement de la vision, de ce que nous aimerions faire à long terme, je pense qu'il y a deux principes qu'il faut respecter qui pourraient fort bien résumer la question. Le principe numéro 1, on travaille là-dessus, ça concerne la base de données et les technologies que nous utilisons, c'est que parfois qu'il y ait des données dans la mesure du possible qui se rapportent à nos programmes, nous aimerions que tous ces données soient donc mises dans un système, soient versées dans une seule base de données. C'est un point de départ et là, nous pouvons commencer donc à avoir plus de cohérence, à prendre des décisions qui tiennent compte du risque, qui respectent les échéanciers et donner une réponse efficace rapidement. Donc, premièrement, nous allons essayer de prendre tout ce qui est là maintenant, des attachements au courriel ou tout ce qui est dans les archives ou comme Excel, peu importe, tous ces différents outils, et on essaie d'organiser toutes ces données-là et de les mettre dans une seule base de données. Premier principe. Deuxièmement, nous essayons de prendre chaque task qui se rapporte à la durée de vie d'un programme, de la programmation d'un projet, et de prendre tous les outils qu'il faut dans le contexte de ce projet-là, toute activité interne pour nous ou bien externe qui s'applique à vous, aux partenaires, et nous allons essayer de mettre cet aspect de la fonctionnalité dans votre portail d'interface et dans nos portails internes. Deuxième principe, donc plutôt que d'avoir des outils éparpillés dans tout le ministère, nous allons essayer de les consolider afin de vraiment utiliser cette base de données. Donc, les rapports, ça fait partie du plan, c'est évidemment d'avoir ce portail qui fonctionne de façon efficace, mais tous les autres aspects, dans la mesure du possible. J'ai parlé d'une vision globale tantôt, et je suis une des personnes dans le ministère qui aime beaucoup parler de la vision. C'est important pour moi, mais remarquez, vous avez toujours les priorités, les ressources,
et des différentes limites. Quand même, nous sommes le gouvernement du Canada, nous sommes des effets globaux, c'est la côté sécuritaire également. Quand vous avez donc un équilibre à l'intérieur de cette vision, mais en tenant compte des limites, mais la réponse est oui. Nous essayons vraiment de tenir compte de ces rapports dans le contexte du portail. Pour revenir à Philippe au sujet de l'IA, oui, bien sûr. Oui, on y touche à peine, vous savez, on essaie de faire de toutes les façons possibles pour se servir de ça tout de suite. Et c'est très bien, vous savez, nous savons très bien que c'est un peu sauvage à l'heure actuelle. On va voir comment ça fonctionne. Il y a évidemment des exigences gouvernementales qu'il faut respecter quand nous avons l'intelligence ou l'informatique. Mais écoutez, nous avons eu des discussions entre les ministères en essayant de voir comment les différents ministères se servent de l'informatique. Et nous avons une personne à l'équipe qui essaie de voir ce qui se passe un peu partout. Le gouvernement va certainement utiliser l'IA. On ne sait pas comment ça va fonctionner, quelles seront les règles, comment vous allez profiter de cela aussi. Mais ça commence à peine, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Claude, oui, question suivante. Je vais bien demander à Monique de revenir à l'écran. And it is a question in French. Monique, au sujet de la localisation, vous avez dit que des solutions locales sont en train d'être testées. Pouvez-vous nous donner des exemples? Merci beaucoup. Merci de la question aussi. Donc, un des exemples qui me vient à l'esprit certainement, c'est relié en fait à la façon dont on interagit particulièrement avec les organisations féministes. On a entendu depuis un moment le fait que souvent les exigences qu'on a, l'approche qu'on a est en conflit en fait avec l'approche des organisations féministes. Donc, d'essayer d'adapter en fait l'approche qu'on a à la fois dans la réception des propositions, par exemple, que les organisations nous donnent, au lieu d'imposer un format spécifique, d'essayer d'adapter en fait la façon dont on attend des informations de la part des organisations pour être capable de s'ajuster, nous, à leur demande et non pas le contraire, en fait, pour permettre aux organisations plus locales, plus petites souvent, pas nécessairement, mais les organisations locales avec qui on travaille, qui peuvent vraiment nous apprendre beaucoup sur la façon dont ils travaillent. Donc, ça s'applique tant à la mise en œuvre qu'au rapport, au suivi et à l'évaluation. Donc ça, c'est des exemples en fait de tests. Je ne sais pas si ça répond à votre question. J'espère que oui. Et je m'excuse, j'ai le soleil qui entre maintenant dans mon bureau. Alors j'ai un drôle d'air. Merci. Thank you so much. Merci, Monique. Pour les deux questions suivantes, Michel, s'il vous plaît. Michel, pour ce qui est de la différence entre les coûts directs et indirects, ça aura une incidence sur ce qui peut être facturé ou pas. Indirect, est-ce que ça sera plus facturable et ça va relever des frais généraux? Encore une fois, le travail que l'on fait, c'est pour être plus clair à la différence entre les coûts directs et les coûts indirects. Ce qui ne change pas, on couvre les coûts directs et les coûts indirects seront dédommagés par le biais de la politique de dédommagement sur les coûts indirects. On essaie de tirer au clair ces deux catégories de coûts. Pour les coûts indirects, ce sera dédommagé, je le répète, par la politique de dédommagement sur les coûts indirects. Donc, pas de changement, mais nous sommes proactifs. On essaie d'élaborer des lignes directrices qui, nous l'espérons, vont faciliter la vie de tous, la vôtre, nos partenaires et la nôtre, alors que vous négociez avec Affaires mondiales Canada. Quant à la deuxième question, eh bien, on me demande de revenir sur les changements qui ont été annoncés. Alors, pour ce qui est
de la variance. Nos partenaires peuvent avoir plus de souplesse pour ce qui est d'accroître la variance qui était de 10 à 30 Maintenant, ce sera un taux fixe pour toutes les organisations. Ça ne tient pas compte de la rémunération et autres postes budgétaires. Par exemple, les coûts de construction. Si ça représente 20 du budget, eh bien voilà, il faudra en tenir compte. Voilà ce qui est nouveau. Et je crois qu'il y avait une autre question sur laquelle j'aimerais me prononcer rapidement, à savoir si un projet est signé en 2022, est-ce que les changements aux retenues vont s'appliquer à ce projet? La réponse, oui. Merci. Bon, d'accord. Merci beaucoup. Michel, je crois que la prochaine question serait la suivante. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, à savoir comment Affaires mondiales va partager les risques avec ses partenaires? Auriez-vous des exemples? Est-ce qu'il y a une certaine marge de manœuvre ou est-ce que ce sont les partenaires qui assument une plus grande part des risques? Et advenant que si, quelles seront les ressources qui leur seront offertes? Si nous ne pouvons répondre à vos questions, soit dit en passant, nous allons y répondre au lendemain de ce forum. Alors voilà, je ne sais trop s'il y a un preneur pour cette question, quelqu'un qui voudrait tenter d'y répondre. Sinon... Merci, Carl. Parfait. Donc, merci. Pour le partage des risques, je n'arriverai pas ici aujourd'hui avec une réponse évidemment qui est définitive. L'approche au risque est en évolution, mais assurément, ça va dans le sens si l'approche au risque est maintenant différenciée, c'est-à-dire qu'on a une approche au risque qui est différente pour de grandes organisations, des grands montants, des petites organisations qui géraient des petits montants. Donc, ça a du bon sens d'avoir une approche qui est différenciée. En même temps, ça veut dire que les partenaires, obligatoirement, vont pouvoir absorber une plus grande partie du risque. Donc, soit il y a une diligence, c'est toujours un trade-off, donc toujours une espèce d'équilibre qu'on doit approcher de façon judicieuse parce qu'évidemment, on gère des fonds publics. Donc, c'est un peu comme les politiques de sécurité. Les politiques de sécurité pour les pays de hardship, etc. Donc, on s'attend à ce que les organisations puissent faire la démonstration qu'ils ont des politiques sur la sécurité de leur personnel. Et donc là, ça veut dire que l'organisation prend en charge, évidemment, la sécurité de son personnel. Cette sécurité-là n'est pas à la charge d'Affaires mondiales Canada. Donc, c'est un petit peu l'analogie que je ferai pour ça. Peut-être juste revenir rapidement sur la question de l'intelligence artificielle. Claude a parfaitement raison, mais soyez assurés que, en aucun cas, l'intelligence artificielle va venir se substituer au travail des fonctionnaires, etc. Donc, l'objectif, à l'heure actuelle, c'est vraiment de venir faire des trucs qui sont plutôt, je dirais, cléricales, de façon à sauver du temps. Donc, l'objectif étant de redonner aux personnes plus de temps pour faire du travail qui a plus de valeur, plutôt que tout ce dont on a parlé un petit peu plus tôt, là, les échanges d'informations, etc. Donc, c'est un peu ce que j'avais à dire pour ça. Merci. Thank you so much, Carl. Merci, Carl. Et maintenant, Claude, s'il vous plaît, nous avons une question pour vous. La voici. Comment les participants sont-ils sélectionnés pour ce qui est de participer aux différentes initiatives ITSC? Par exemple, comment avez-vous choisi les participants au hackathon? Merci de cette question. Eh bien, je pourrais y répondre de différentes façons. Premièrement, c'est une question de notre liste de distribution existante
Et il suffit d'ajouter votre nom à la liste si vous n'y êtes pas déjà. Si vous avez reçu l'invitation au forum d'aujourd'hui, c'est que vous êtes sur la liste de distribution. Mais ça peut dépendre aussi de là où on en est dans la co-conception, la co-création. Lorsqu'on parle d'essais, de bancs d'essais, dont Monique parlait plus tôt, eh bien, ça dépend du programme où l'on fait des essais. Et si votre organisation est partie prenante à ce programme. Pour ce qui est des technologies, dans les années à venir, il va de soi que nous allons vouloir faire des essais avec toutes les organisations dans la mesure, bien sûr, où vous avez la capacité de participer. Et l'automne dernier et à l'automne précédent, nous avons posé quelques questions. Quelle est la capacité de votre organisation? C'est justement parce qu'on anticipait ces essais. Et nous allons donc tenter de vous joindre pour tenter d'évaluer votre capacité ou parce qu'on cherche des volontaires. On n'en est pas encore rendu là parce qu'on est encore à l'étape du prototype. Alors, cette participation dépend de la transformation et sur quoi on travaille exactement dans le contexte de la transformation. Mais, tout cela étant dit, n'hésitez pas à vous porter volontaire. À la fin de tout cela, Yannick, on pourrait peut-être faire paraître la planche avec notre adresse. Voilà, c'est une adresse générale. Alors, quiconque voudrait communiquer avec nous, n'hésitez surtout pas à le faire en empruntant cette adresse. Mais on utilise aussi les sondages, les SurveyMonkey et autres outils de rétroaction. Et les questions seront plus pointues, à savoir, bon, qu'est-ce qui est dans le collimateur, qu'est-ce qui fera prochainement l'objet d'essai, et si on a besoin de vous, bien sûr qu'on n'hésitera pas à frapper à votre porte. Alors, David, si je peux, je crois que c'est Jean-Marie qui a posé une question au sujet des investissements dans les technologies innovantes. Eh bien, ça, c'est une question qui revient à l'admissibilité des coûts associés à tout ça. Je ne sais pas, Michel, si vous voulez tenter d'y répondre à cette question, mais Jean-Marie, avec respect, j'aimerais mettre cette question de côté parce qu'on n'a pas de réponse facile à vous donner comme ça au pied levé. Si vous le voulez bien, nous vous reviendrons après coup. Mais ça a beaucoup à voir avec la transformation technologique. On n'est pas les seuls à faire cette transformation. Certaines organisations sont en train de procéder à cette transformation aussi. Mais quelle sera l'incidence sur l'admissibilité des coûts? Bien, ça reste à voir. Michel? Bonjour. En fait, il y a deux questions auxquelles je peux répondre rapidement. Une première question qui se demande, est-ce qu'on compte apporter des changements aux limites pour ce qui est des sous-totaux pour les dédommagements et est-ce qu'on va accroître la catégorie? Bon, la réponse, c'est qu'il n'y a pas de changement à ce moment-ci, pas de changement prévu. Il y a un processus de modification pour ce qui est de la rémunération. Aucun changement au budget qui vient d'être annoncé. Deuxième question dont j'ai pris note. Carbone pour l'aide au développement international. Est-ce que le frais des crédits carbone intègre les frais de certification? Et la réponse, c'est les frais de certification ne sont pas des coûts éligibles. Néanmoins, nous sommes dans une période d'évaluation et nous sommes ouverts à vos suggestions. Prière de faire parvenir vos suggestions à l'adresse courriel de politique. Merci. Thank you so much, Michelle. Merci, Michel. Bon, très bien. Je dois dire que c'est pas évident de suivre la boîte de clavardage pour ce qui est des différentes questions qui y sont posées. Certaines sont interdépendantes, mais si vous avez posé une question et n'avez pas obtenu réponse, surtout n'hésitez pas à communiquer avec nous. Vous avez notre courriel à l'écran et nous ferons de notre mieux pour faire part de ces questions aux spécialistes en la matière afin de vous répondre dans les meilleurs délais. Désolée, il y a une autre question, je pense qu'elle nous a échappé, de Florestan. Florestan pose la question suivante.
est-ce qu'on peut avoir une période d'essai plus généreuse pour les changements envisagés? Lorsque la sous-ministre a pris la parole pour dire que oui, on y a consacré des ressources, l'équipe de transformation est multidisciplinaire. Bon, il y a aussi de l'expertise sur le changement au sein de l'équipe. Alors, Florestan, je ne vais pas prétendre que nous avons déjà décidé du plan de gestion des changements pour les 5 années à venir, mais sachez qu'il y a des gens au sein de cette équipe qui examinent ça plus précisément, qu'il s'agisse de la gestion du changement et du soutien dont vous avez besoin pendant la période de transition, ou pour ce qui est de respecter les procédés liés au programme, ou encore les changements politiques, ou même les technologies, eh bien, il nous incombe de nous assurer que nous offrons une période de transition qui convienne et qu'on vous fournisse le soutien voulu. Comme je l'ai dit plus tôt, alors que j'ai fait ma mise à jour sur cet outil chiffrier, qui est un petit outil mais important, eh bien, cette équipe est déjà en train de regarder les questions-réponses. Alors, ma réponse à votre question est assez générale, peut-être même un peu bureaucratique, mais bon, voilà où on en est. Mais sachez qu'on a des ressources dédiées. Et oui, nous voulons bien gérer le changement, pas seulement avec vous, nos partenaires, mais aussi à l'interne. Nous devons nous assurer que nos collègues gèrent le changement parce que quand ils ont des difficultés, cela, bien sûr, se répercute sur vous. Merci, Claude. C'est apprécié. Je crois que nous avons une autre question à laquelle nous pouvons répondre. Michel, je vous demanderai de revenir à l'écran au sujet des retenues. La question est la suivante. Pour ce qui est des retenues réduites, on en a réduit l'incidence sur les organismes récipiendaires en réduisant le montant de 500 000 à 50 000 ou 5 de la contribution des affaires mondiales. Il y aura plus de retenues pour tous les projets, mais seulement pour le tout premier projet financé par AMC. Et quels sont-ils des projets financés depuis 5 ans? Et puis bon, je vous fais grâce du reste, mais Michel, pourriez-vous fournir plus d'éclaircissements, s'il vous plaît? Qu'en est-il des retenues? S'applique-t-il au projet ou non? Faut-il faire appel à nos partenaires pour confirmer le tout? C'est une très bonne question que vous posez là. Oui, le ministère va faire cela. Comme j'ai noté tantôt, pour avoir une bonne transition cette année financière, cette retenue va s'appliquer, ça dépend de la disponibilité des fonds. J'aimerais insister là-dessus. Vous savez, la transition, vous savez, va se faire sans problème, mais il y a toujours cette limite qui s'impose, n'est-ce pas? Merci beaucoup, Michel. Bon, voilà. Avant de passer à Carl, j'aimerais vous demander une dernière fois de compléter le sondage. C'est un sondage qui est assez bref et nous voulons bel et bien travailler ensemble. Vous savez que dans le cadre de cette initiative de transformation, aidez-nous. Notre succès dépend de vous. Et voilà, je vais donner la parole maintenant à Carl, qui va dire quelques mots en guise de conclusion. Si vous n'avez pas pris le temps, il y a 5 ou 6 questions. C'est très, très rapide. C'est très utile pour nous. Ça nous aide beaucoup. Donc, merci David, merci à tous les collègues là, qui ont fait des présentations. J'espère que c'était utile pour tout le monde. Puis, je présume que comme nous, vous avez constaté qu'il y a beaucoup de travail qui s'est fait. Je vous dirais, il y a beaucoup de travail qui s'est fait, puis encore plus de travail à faire. Mais comme le disait Patricia au début de la rencontre, il n'y a rien de ça qui se serait fait sans vous. C'est pas une expression pour avoir l'air gentil, c'est la réalité.
probablement qu'on n'aurait pas touché à nos politiques sur les holdbacks, sur les retenues, etc. Évidemment, ces choses-là sont toujours un petit peu en mouvement, mais c'est vraiment la communication entre nous, entre les partenaires et Affaires mondiales Canada, dans le clash des idées qui émergent ces solutions-là. Et donc, il y a plus à venir encore. Merci, merci beaucoup pour tout ça. Donc, votre appui, votre rétroaction et vos idées sont évidemment très, très importantes pour nous. C'est une des raisons pour lesquelles on vous invite à répondre au sondage. Par les commentaires qu'on a pu voir, notamment sur les retenues, etc., j'ai pu constater qu'il y avait une certaine satisfaction avec le travail qui se fait, mais je tiens à vous rassurer que ce n'est que le début. L'année prochaine va être encore très, très occupée. Les prochaines années seront très, très occupées. Puis, ça va nous faire plaisir de rapporter à nouveau dans les mois à venir sur les progrès qu'on fait. Entre-temps, vous avez notre adresse courriel, donc de l'équipe de mobilisation ou d'engagement. On est heureux d'entendre de vos nouvelles. Posez-nous des questions, engagez la conversation. Ça va toujours nous faire plaisir de connaître vos idées, de répondre à vos préoccupations, puis de rester en contact. Une dernière fois, merci à tous les présentateurs. Merci, Patricia, pour avoir ouvert la rencontre. Puis merci à tout le monde, à tous les partenaires d'avoir pris le temps. On sait que votre temps est précieux. On l'apprécie beaucoup. Puis merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Bonne fin de journée.